tous, bienvenue. Mesdames, Messieurs, un plaisir de vous retrouver. Il y a 3 ans, il aura, dans une euphorie exceptionnelle, pris les rênes du Bénin. Patrice Athanase Guillaume Talon. C'était le 20 mars 2016. Le nouveau locataire du palais de la Marina avait alors placé son mandat sous le sceau de la rupture pour un nouveau départ afin de révéler à terme le pays. Une série de chantiers a alors été ouverts. Santé, éducation, justice, sécurité, aucun secteur ou presque n'est laissé en rade. Des réalisations qui feraient autant rêver que frémir. 3 chantiers prioritaires, mesdames, messieurs, seront au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Réforme politique, réforme en milieu universitaire, puis au niveau du secteur de la justice. Accessoirement, d'autres seront passés en revue. Le régime Talon et les chantiers de développement. Le Bénin, sous d'heureux auspices, ou toujours en quête de ses repères. Il s'agit là du thème au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Déjà, sur ce plateau, en ma compagnie, Mathieu Coco. Acteur politique, il reste l'un des grands soutiens du régime au pouvoir. Mathieu Coco, bonjour. Bonjour Joël. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, donc Lam Abalo, il est le porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, formation politique de l'opposition. Donc Lam Abalo, bonjour. Bonjour Monsieur Yetonji, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA, c'est un plaisir pour nous d'être des vôtres. Le plaisir est partagé, donc Lam Abalo, mais je vous ai présenté tout à l'heure comme un acteur politique. Il y a quelques jours, c'était en Corse là, ce que vous avez dit, c'était le 24, l'euphorie de la victoire des écureuils, mais il paraît que du 24 à ce jour, l'eau a coulé sous le pont. L'USL aurait convoyé en juste noce avec le régime au pouvoir. Qu'en est-il? En tout cas, ce n'est que pour le bonheur des citoyens, ce qu'il paraît. Qu'en est-il? Comment c'est arrivé? Vous me donnez des infos. Ah bon? Je ne savais pas. Et ça me fait rire simplement parce que, vous savez, nous n'allons plus revendiquer notre appartenance à l'opposition. Ça, tout le monde le sait, depuis la création de l'Union sociale libérale. Il n'y a pas de débat à ce niveau. S'il y a certains qui ont envie de nous jeter dans la mouvance pour leur bonheur, ils savent pourquoi ils le font. S'il y en a qui veulent nous accueillir dans la mouvance avec également beaucoup de bonheur, ils savent également pourquoi ils le font. Ce que nous retenons, nous, c'est quoi? C'est que l'USL compte désormais sur l'échiquier politique national. Et donc, objet de convoitise, il faut le dire comme ça. Mais ce qui est important, c'est que nous devons rassurer nos militants pour leur dire que rien dans ce parti politique ne se fait sans les consulter. Rien ne se fait sans recueillir leur avis et sans recueillir justement leur adhésion. Donc, à partir du moment où aucune voix officielle n'a pu dire ce que vous rapportez là, nous restons, nous autres, totalement sereins. Vous savez, depuis quelques jours, nous avons, et moi notamment, au nom de l'Union sociale libérale, nous avons dit que désormais personne ne parlera en notre nom. Nous avons dit que nous tiendrons régulièrement des points de presse pour dire ce que nous pensons de l'actualité politique nationale, parce que nous sommes un parti à part entière. Beaucoup d'autres partis de l'opposition et de la mouvance font également des points de presse. Donc, nous avions déjà eu l'écho que certains propos seront tenus en notre nom. Et nous voulons nous-mêmes parler. C'est tout. Et nous sommes de l'opposition, nous le martelons et nous ferons l'essentiel pour que dans nos actes, les populations et les militants soient rassurés. Après, le reste, c'est la politique. Alors, le meeting du week-end prochain qui serait, en tout cas pour ce qu'on a lu, animé conjointement avec le bloc progressiste, c'est de l'heure aussi. Un meeting ? Oui, conjointement. En tout cas, nous aurons nos caméras pour scruter tout ceci. De toutes les façons, on a annoncé des points de presse régulièrement. Donc, je serai face à la presse d'ici quelques heures et je vous dirai ce que l'USL pense de l'actualité politique nationale. Désormais, ça va être comme ça. N'en déplaise à ceux qui ne le veulent pas ainsi. Mais nous comptons animer la vie publique en tant que parti politique à part entière. Voilà, c'est très clair. Chaque jour, son développement, l'actualité politique, mesdames, messieurs, des rebondissements, c'est un peu comme partout ailleurs. Nous serons là pour vous apporter l'information réelle en temps réel. Pour revenir au sujet qui nous réunit ce matin, à plus de 65% des suffrages, Patrice Talon avait eu droit au fauteuil douillet du palais de la Marina.
Que d'espoir suscité, mesdames, messieurs. Une nouvelle ère s'était annoncée au travers d'un ambitieux programme d'action. Tout, ou presque, devra être réformé. 3 ans après, l'heure est manifestement au bilan. Bilan à l'aune de la toute première élection que le régime est appelé à organiser, les législatives. Depuis, le pays vit une période préélectorale des plus exceptionnelles, fait de toutes sortes de déballages, ce qui désormais est appelé crise préélectorale. On y est. Alors, Mathieu Coco, je me retourne vers vous. Comment vivez-vous ce moment-ci qui semble faire tanguer la République? Merci beaucoup. Je crois qu'il faut rassurer tous les Béninois. Elle dit qu'il n'y a pas du tout de quoi avoir peur, il n'y a pas péril à la demeure, et que le président de la République, le président Patrice Talon, tient bon, et qu'il y a plus de peur que de mal. Rien du tout ne se passe de si grave, hein, rien du tout ne se passe de si grave pour penser que la maison est en train ou bien la barque est en train de tanguer. Du tout pas. C'est vrai que nous sommes dans une situation préélectorale tendue et ce n'est pas la première fois au Bénin. À chaque élection, donc, ces épisodes d'événements et de manifestations. C'est vrai que cette fois-ci, les lois qui régissent les élections ou bien devant nous conduire donc aux élections législatives prochaines sont sujets à querelle, pas du tout, pas sujets à querelle, sont difficiles pour certaines formations politiques qui n'ont pas pu se conformer donc à ces lois, et c'est ça qui nous a conduit donc dans cette situation, et je suis sûr que nous allons nous en sortir. Ah oui, il faut garder l'espoir en dépit de tout. Donc là, à Balo, oui, le Bénin vit un moment d'élection qui semble un peu exceptionnel. Ce n'est pas si nouveau que ça, mais pour l'allure que ça prend, ça retient l'attention de plus des populations elles-mêmes d'abord, mais aussi de la communauté internationale. Comment l'USL vit-il ces derniers instants? On vous a vu dans un ensemble, on vous a vu aussi prendre des positions. On tend lentement, mais sûrement, vers ce que certains ont appelé déjà le dernier round, le mois s'achevant. Ça se vit comment? Vous dites que ce n'est pas si nouveau que ça. C'est faux, monsieur le journaliste. Ce que nous vivons est totalement inédit. Depuis 90, on n'a jamais vécu ça, depuis 30 ans. Le caractère inédit, c'est à quel niveau? Mais l'impasse, on n'a jamais vécu ça. Il paraît qu'on n'y est pas encore. Non, mais vous savez, je pose un postulat de départ. Quand vous n'êtes pas conscient des maux dont vous souffrez, vous ne pouvez pas en guérir. Savoir de quoi on souffre, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Donc si mon ami refuse de voir qu'on a des problèmes, ça veut dire qu'il ne soit pas prêt. Non, puisqu'il dit qu'il n'y a pas péril à la demeure. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas conscients des difficultés que nous vivons. Si vous n'êtes pas conscient de vos problèmes, vous ne pouvez pas guérir de vos problèmes. C'est pour ça que les partis de la mouvance n'ont fait aucune proposition, n'est-ce pas, de sortie de crise. Parce que ces partis ne sont pas conscients de la situation actuelle dans laquelle le Bénin se trouve. Une situation inédite. Parce que depuis 30 ans, on a, comme je le disais, on n'a jamais vécu ça. Depuis que nous avons commencé le renouveau démocratique, tous les présidents qui se sont succédés ont organisé les élections sans qu'on ait autant de problèmes. Depuis 30 ans, on n'a jamais fait d'élection au Bénin sans l'opposition. Et donc, pour nous, c'est incroyable. Pour nous, c'est inédit. Alors, et on en est arrivé là, oui, à cause de 2 lois votées à l'Assemblée nationale. Et nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire que ce code électoral n'est pas bon, pour dire que cette charte des partis politiques n'est pas une bonne charte. Mais puisque leur mission était de voter les lois les yeux fermés, on y est allé et aujourd'hui nous sommes dans l'impasse. Obligation pour le chef de l'État de constater que nous sommes dans l'impasse et de demander à l'Assemblée nationale de trouver des formules, quelles qu'elles soient, pour qu'on sorte de crise. Donc le chef d'État lui-même a reconnu que nous sommes dans une situation difficile. Et je trouve curieux que ceux qui le soutiennent viennent nous dire le contraire. Réforme politique, ça reste manifestement l'un des chantiers phares tenant à cœur au chef de l'État. Et pour y arriver, il y avait forcément l'apport des députés pour déblayer le terrain face à des kyrielles de formation politique. Il faut aller au minima pour avoir un paysage plus ou moins clairsemé et savoir qui est qui fait quoi. Mathieu Coco, votre vis-à-vis soulignait tout à l'heure que ce sont
les textes de loi qui posent plutôt problème. Et non, semble-t-il, un manque de volonté des acteurs de faire en sorte d'être aptes. Là, nous parlons déjà du code électoral, d'achat d'informations politiques. Je vous remercie. Je crois que le débat est lancé vraiment. Je concède à M. Donclam, bien sûr, je lui concède le jeune âge de leur parti en politique, mais lui, dans un passé, il était un journaliste. Et il a observé des faits, même si USL n'a que quelques mois de vie ou quelques années de quelque chose là de vie. En 2011, jusqu'à la veille des élections, on s'inscrivait encore dans des cahiers pour constituer la liste électorale. Mais c'était plus grave. C'était plus grave parce qu'on ne connaissait même pas le nombre de votants. Parce qu'on ne connaissait même pas combien de personnes allaient voter. En 2011, jusqu'à la veille des élections, on s'inscrivait dans les cahiers. Parce que la liste électorale avait des problèmes. On connaît tout ça. On a vécu le chaos juste après ça. Vous comprenez? Donc à partir de ce moment, dire que c'est maintenant que le ciel est en train de tomber sur la terre et que... C'est vrai, le chef de l'État a dit qu'on est dans une situation difficile, ne veut pas dire que nous sommes dans une situation qu'on n'a jamais vécue. C'est ce que je dis. Alors, quand on parle des lois, les textes de loi dont nous parlons, nous sommes en démocratie ou pas? Si nous sommes en démocratie et que dans notre pays, nous avons un parlement constitué de 83 députés, sinon que 82, et qui ont voté une loi à l'unanimité sauf une personne, on ne peut pas dire que c'est des textes de loi qui ont été fabriqués ou bien qui ont été votés les yeux fermés. Quand on sait, avant le vote de ces lois, on est d'abord allé de séminaire en séminaire. L'Assemblée nationale a organisé des séminaires. L'Assemblée nationale a rencontré des organismes, des hommes politiques, sinon même la société civile. Eux tous ont contribué. Et qu'au retour au Parlement, des gens ont concédé, des articles ont été modifiés, d'autres ont été enlevés. Et que la loi a été votée à l'unanimité, s'il vous plaît. Et on se retrouve aujourd'hui là, parce que, après le vote de la loi, certaines personnes, certains partis politiques savent pertinemment qu'ils ne veulent pas se conformer à cette loi-là. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas voulu se conformer à la loi. Ils vont souffler, c'est Non, mais il faut les suivre dans leur démarche et dans leurs propos. Il faut les suivre dans leur démarche et dans leurs propos. Quand vous allez voir, des gens ont déclaré dans ce pays que c'est le pire code électoral qu'on n'a jamais eu dans la sous-région. D'autres ont dit qu'ils ne vont jamais se conformer à cette loi-là, qu'il faut aller jeter ça à la poubelle. Et d'autres ont dit que des députés ont voté des lois et qu'ils cherchent des explications après. Lorsque vous êtes un parti politique sérieux et que vous voulez vous conformer à une loi, ce ne sont pas des propos qu'on dit. Ce ne sont pas des choses qu'il faut dire. Alors, ils savent qu'en se mettant ensemble pour ne pas se conformer à la loi, on ne pourra donc pas se passer d'eux. Et c'est ça qui nous a conduit dans cette situation-là. Ah bon? Bien sûr, bien sûr. Non, je vous interromps pas. Ça, c'est important à clarifier. Donc, la Babalo, vous l'avez dit, c'est vrai, au micro, que vous êtes là pour dire la vérité, toute la vérité. Et c'est l'intérêt de ce que nous faisons. Ouais. Autrement, vous ne serez pas là. Dites, sérieusement, vous êtes concerté au départ pour dire, nous n'irons pas nous conformer. Et lorsqu'on constatera ensemble qu'on n'y est pas, eh bien, la communauté internationale va défiler et dire il faut tout faire pour que les gars y participent. Un complot contre la démocratie, c'est cela? Je crois que dans tous les débats, il faut être cohérent. Moi, j'ai toujours été cohérent dans mes propos. Et le jeune âge de l'Union sociale libérale n'est pas un procès qu'on doit lui faire. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre des années. Donc, nous animons la vie politique. Nous sommes présents dans la sphère politique. Comment pouvez-vous concevoir qu'on ne veuille pas se conformer à une loi et qu'on fasse quand même les démarches pour y aller? Qu'ils nous disent si oui ou non nous avons fait les démarches pour nous conformer à la loi. Le seul fait... C'est vrai qu'on a vu l'USL. Tous les partis politiques ont fait... Non, vous m'avez posé une question, oui. Je vous oppose les faits. Bah, est-ce que oui ou non, nous avons déposé nos dossiers dans les délais pour nous conformer à la loi? Qu'ils répondent. Ça là seul suffit pour dire que ce qu'il dit est une contre-vérité. Nous n'avons jamais attendu... Donc, vous m'avez posé une question, moi je vous réponds, il n'y a pas de problème. Mais vous avez conclu tout de suite que cela suffit pour comprendre que ce qu'il a avancé comme idée n'est pas exact. Mais bien sûr. Non, on ne pourra pas trancher comme ça. Mais c'est les faits. Non. Ça, c'est un fait. Nous avons déposé nos dossiers. Attendez, première chose. Nous avons déposé nos dossiers. Oui. Nous avons fait toutes les corrections qu'on nous a demandé de faire. Nous sommes même allés jusqu'à déposer nos dossiers pour aller aux élections à la Sénat.
malgré le refus du ministère de nous délivrer le certificat de conformité sur des prétextes fallacieux. Donc, à partir de là, mais personne ne peut dire qu'on ne voulait pas aller à la conformité. Dites-nous alors, oui ou non. Donc, c'est très clair pour nous. Est-ce qu'en amont, vous et vos pères, vous êtes concertés pour dire... Mais celui qui en parle n'a qu'à nous apporter la preuve. On va voir. Mais peut-être qu'il était dans le secret des dieux. Peut-être qu'il était au niveau de la concertation. Est-ce que ce n'est pas simple quand même de nous dire oui ou non? Non, mais ce n'est pas moi qui ai avancé ça. Celui qui a avancé ça n'a qu'à nous confirmer qu'il y a eu concertation pour ne pas aller. Non, faisons des débats sérieux. Non, on est dans un débat d'accord sérieux. Lui, faisons des débats sérieux, avançons des faits. Il rappelle mon passé de journaliste, que j'assume fièrement. Et dans ce métier, on nous a dit, les faits sont les faits, le commentaire est libre. Moi, je fais le commentaire sur des faits. Mais mon ami fait des commentaires sur du virtuel, sur ce qu'il n'a pas vu. Donc ne comptez pas sur moi pour que sur ce plateau, j'avance des propos qui sont totalement erronés. Donc mon cher ami, nous, dans l'opposition, nous sommes prêts à aller aux élections. Et nous le martelons matin, midi, soir. Mais qu'ils nous permettent... Alors, il dit que ce n'est pas vrai. Oui, nous permettent d'y aller. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Nous parlons politique. Tout à fait. Et en politique, ne nous demandez pas de réfléchir à votre place. Ce sont vos faits et vos dires qui nous font faire des analyses et de conclure. Donc vous interprétez à notre place. Vous interprétez à notre place. De l'USL ou pas, je crois que depuis un moment, l'opposition, c'est un. Et qu'ils font tout ensemble et puis ils font des déclarations. Regardez, une loi qui est votée, à laquelle vous voulez vous conformer. Mais vous passez des mois sur des mois, une loi que vous avez votée vous-même, vous passez des mois sur des mois à déclarer que la loi est mauvaise, que la loi dans tout ce qui est dedans, non, que 249 millions, que quitus fiscal, que 10%. Et après, vous fabriquez des documents, vous allez là-bas pour nous dire que vous voulez aller vous conformer à cette loi-là, que vous avez passé tout le temps. Vous ne faites pas de l'essai quand vous dites qu'il fabrique des documents. Bon, vous faites des dossiers, d'accord, pour aller vous conformer à la loi que vous avez passé tout le temps à décrire. Et que, au finish, ceux qui sont chargés d'étudier trouvent que les dossiers que vous avez amenés ne sont pas des dossiers qui leur permettent quand même de vous dire que vous êtes conformé à la loi. Pour là, nous, écoutez, quand M. Donclam dit que l'opposition est prête pour aller aux élections, c'est faux. L'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Parce que chaque fois, quand ils ouvrent une porte et que dans l'esprit de la paix et de tout le reste, le chef de l'État on arrive à fermer la porte, ils en ouvrent d'autres. Quelle porte a récemment été ouverte par le chef que l'opposition a essayé de vite refermer? Je vais vous donner des exemples. Allez-y. Après que la Sénat ait publié les listes, d'accord, on s'est rendu compte que il y a tous les partis de l'opposition n'ont pas réussi à franchir l'étape pour être candidat aux élections législatives. Le chef de l'État dit d'accord, allons-y, allez au Parlement, réfléchir avec les députés, le président de l'Assemblée nationale. Il faut faire toutes les consultations possibles pour que ce qui ne va pas, ce qui constitue un blocage dans le test, puisse être levé pour que tout le monde puisse aller aux élections. Parce que c'était ça ce que l'opposition réclamait. Permettre à tout le monde d'aller aux élections. Une fois que le chef de l'État a donné son quitus pour cela, le lendemain, ils se sont réunis pour dire que non, maintenant, avant d'évoluer, il faut dissoudre la Sénat. Avant d'évoluer, il faut que le président de l'Assemblée nationale soit disqualifié de conduire les débats au Parlement. Avant d'évoluer maintenant, il faut donc nommer un médiateur de la CEDEAO. Est-ce que c'est la posture de ceux qui veulent aller aux élections? Merci. Et c'est important à clarifier. Donc, la balle au-dessus, ces questions, oui. Oui. Non, allez-y. Des préalables posés par l'opposition, c'est vrai qu'on a entendu ça. Et les avis d'analyse aussi étaient partagés. On a entendu cette voix-là. Il faut que. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, nous sommes en politique, comme il l'a dit, n'est-ce pas? Et lorsqu'on va à des négociations, on peut mettre la barre à un certain niveau, n'est-ce pas? C'est vrai aussi. Pour obtenir au moins le minimum. Ça, il le sait également. Mais pendant ce temps, l'opposition était présente à l'Assemblée nationale pour la discussion. Qui sont ceux qui ne sont pas venus jusqu'à la date d'aujourd'hui? Ce sont qui? Mais les mouvanciers. C'est pas vrai. Les députés de la majorité. Mais vous dites que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Encore une fois, ce sont les faits. Et Maître Adrien Mbedi l'a dit lui-même. Même au cours des négociations chez lui, vous avez vu, il a fait le point. Il a dit qui sont ceux qu'il a vus. Il a vu des partis de l'opposition.
Les partis de la mouvance n'ont aucune proposition. Les partis de l'opposition n'y étaient pas. Laissez-moi aller jusqu'au bout, mon cher ami. Les partis de la mouvance n'ont fait aucune proposition. Parce que pour la plupart de ces partis politiques, eux, ils n'ont pas de problème. C'est nous qui sommes inintelligents. C'est nous qui sommes bêtes dans le pays. C'est nous qui ne pouvons pas constituer des dossiers. Donc eux, ils n'ont aucun problème. Ils ne font aucune proposition. La commission des lois, le président de la commission est de la majorité présidentielle. Le rapporteur de la commission est de la majorité présidentielle. Vous avez vu comment ils ont bloqué les travaux en commission et en plénière? Pendant que le chef de l'État dit « Allez à l'Assemblée nationale trouver une solution », alors qu'il a lui-même la majorité à l'Assemblée, ses propres députés, qui ont toujours fait sa volonté, curieusement, ne viennent pas et bloquent les travaux. Ils sont devenus indépendants. Ah, ils sont devenus indépendants entre-temps. Oh là là, ils sont très forts maintenant. Ils sont libres maintenant. Regardez tout ça. Et vous vous rendez compte que ce sont des manœuvres dilatoires. Ceux qui ne veulent pas aller aux élections, c'est la majorité présidentielle. Sinon, trouvez la solution. Le chef de l'État lui-même sait que la solution n'est pas à l'Assemblée, mon cher ami. Il le sait. Mais puisque depuis 3 semaines qu'il a donné les instructions, l'Assemblée qu'il a contrôlée tout le temps, l'Assemblée qui a voté tout le temps des lois en sa faveur, ne trouve pas de solution. Et vous pensez que les gens sont prédisposés au dénouement de la crise? Nous ne sommes pas dupes. Ce que nous demandons, qu'on nous donne nos certificats de conformité. Ce que nous demandons, qu'on nous laisse aller à la compétition, qu'on aille aux élections. Et s'ils nous battent dans les urnes, on tirera chapeau au président de la République et à sa majorité. Si nous les battons dans les urnes, qu'ils nous tirent chapeau. C'est la démocratie qui va gagner le prix le plus fort. C'est le Bénin qui va se développer. Donc nous ne pouvons pas être en train de marteler que nous voulons aller aux élections et qu'eux, ils parlent en notre nom pour dire qu'on ne veut pas. Nous, on dit on veut. Ce sont vos actes. Mathieu Coucou, quel acte? Vous interprétez nos actes. Vous appréciez aussi avec certainement la population béninoise qui a eu ses faits au niveau de la commission des lois. Le président, à un moment donné, absent, le rapporteur aussi, mais tous qui sont venus par la suite. Et à l'arrivée, il a été conclu que la commission était incompétente pour connaître du dossier. Ils devront alors en parler en plénière. Pour certains, ça frise comme un jeu qui ne dit pas son nom pour conduire tous dans un décor et donc ne pas en arriver à trouver la formule souhaitée par le chef de l'État. Quelle est la lecture que vous en faites sincèrement? Joël, vous voyez, nous sommes en face d'une situation politique et la solution sera une solution politique. Et le lieu où se fait cette politique, c'est à l'Assemblée nationale. Concernant la commission des lois, je ne suis pas membre de la commission des lois, je ne suis pas parlementaire, je ne fais que lire sur les réseaux sociaux comme Donclam, peut-être qui est au Parlement, les reportages et tout ce que les gens disent. Mais pour ce que je sais, c'est que les commissions à l'Assemblée ont une méthode de travail. Et cette méthode de travail ne peut pas changer ou bien devenir autre parce que nous sommes dans une situation peut-être exceptionnelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand le président de l'Assemblée nationale a affecté les 2 lois, a affecté les tests, sinon les documents, à la commission des lois, il leur a donné un délai pour faire le travail. J'entends que les gens ne se sont pas réunis, tout ça, mais c'est faux. Parce que, pas plus tard qu'hier, normalement, que les gens devaient se voir, ou bien le lundi qu'ils devaient se voir, les membres de la commission seraient dans la salle polyvalente où ils travaillent. Et ils ont pondu le document qu'ils ont déposé. Parce qu'ils n'avaient pas fini, ils ne pouvaient pas aller en plénière. Donc, dire qu'ils ont bloqué, ils se sont absentés, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et si moi, je me base juste sur ce que les gens rapportent sur les réseaux sociaux ou autres, on ne peut pas utiliser ces propos. Ce qui, tout à l'heure, vous avez dit que quelqu'un a écrit sur les réseaux sociaux que l'USL va se rallier à la mouvance. Il fallait qu'il nous apporte les clarifications. D'accord. Oui. Donc, c'est de la même façon que beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux sans aucune preuve.
sans aucune preuve. La belle preuve est que le rapport de la commission des lois est déposé et que vous avez le contenu qui demande à ce que les questions ou bien les questions soient ramenées donc en plénière. Donc on ne peut que s'en tenir à ça et attendre la plénière. On en est à cette étape. On ne peut pas dire à l'étape où nous sommes qu'il y a une volonté manifeste des membres de la commission de bloquer donc les travaux. S'ils devraient bloquer les travaux, ils n'allaient pas produire un rapport. Ils n'avaient pas produit les rapports. Le rapport a été produit et donc la Mabalo, c'est effectif. Mathieu Coco, jeudi, la plénière... Est-ce que je peux dire un mot? Ok, allez-y, vous êtes là pour parler donc... Le tout ne suffit pas de produire un rapport. Le tout ne suffit pas de produire un rapport. Il faudra en plus. Mais est-ce que ça nous avance, oui ou non? Le chantier sur lequel nous sommes, c'est d'avancer. Est-ce que nous avançons? Mon cher ami Coco dit qu'il n'est pas à l'Assemblée, mais il connaît la méthode de travail de l'Assemblée. C'est paradoxal. Il décrit la méthode de travail de l'Assemblée alors qu'il n'y est pas. Je n'ai pas décrit. Moi. Mais oui, vous avez dit, l'Assemblée a une méthode. Je crie toujours. Moi, quand j'écoute, j'écris. A une méthode de travail. Mais oui, mais vous n'êtes pas là-bas et vous connaissez la méthode de travail. Mais toute commission doit avoir une méthode de travail. Non, donc laissez là... ça. Ce que je vais vous dire, c'est que nous devons avancer. Est-ce que nous avons avancé? Vous constatez que non? C'est vous qui le dites. Non, si vous avez constaté le contraire, dites-nous à quel niveau on a avancé. Mais on a avancé où? Écoutez, si la commission a réussi à produire le rapport et donner son avis par rapport à au travail qui lui a été demandé. C'était quoi l'avis? Mais c'est d'étudier donc les tests de loi qui lui ont été... C'est ça que vous appelez avancer? Mais écoutez, si... Est-ce qu'on a tenu la plénière sur la question? La plénière ne devait pas être tenue s'il n'y avait pas le rapport. Mais bien sûr, s'il n'y avait pas le rapport de la commission, pourquoi on ira en plénière? Vous constatez que ce sont des manœuvres dilatoires. Du tout pas. Parce que, selon lui, c'est à l'Assemblée nationale qu'on fait la politique. Mais ce que nous demandons et que nous disons, c'est qu'il y a des partis politiques qui ne sont pas forcément représentés à l'Assemblée. Mais voilà que c'est à l'Assemblée que tout doit se décider. Non, attention, tout ne doit pas se décider. C'est pour ça que je dis, quand on renvoie le dossier à l'Assemblée, c'est une œuvre. En fait, on veut avoir l'opposition à l'usure. Ce que nous réclamons, c'est que la classe politique s'asseye. Il faut une solution politique à la crise. Et ça, c'est avec les partis représentés ou non à l'Assemblée. C'est avec les partis représentés ou non à l'Assemblée. Donc il faut s'asseoir pour trouver une solution politique à la question. Renvoyer la balle à l'Assemblée, alors qu'on sait qu'on a là-bas la majorité, aussi bien en plénière que dans les commissions. C'est juste pour dire... Et si vous suivez l'actualité, vous vous rendrez compte que des consignes contraires sont données. À quel niveau? La mouvance n'a pas la volonté de laisser l'opposition aller aux élections. Et ça, c'est depuis les documents de mise en conformité. C'est tout un processus, c'est une vaste, comme je l'ai dit souvent, c'est une vaste orchestration. Si ce n'est pas le cas, nous avons posé une question préjudicielle. Nous disons, tous les partis qui ont manifesté leur volonté d'aller à la mise en conformité, qui ont rempli les conditions et ont fait toutes les corrections jusqu'au jour de l'ouverture du dépôt des dossiers, il faut leur donner leur certificat de conformité. Vous ne pouvez pas bloquer les gens à ce niveau et dire que vous voulez discuter. C'est faux. C'est faux. Alors, en tout état de cause, nous sommes dans l'impasse. Alors, et il faut avancer. De la séance plénière du jeudi, qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes là, nous regardons. Que les députés manifestent leur volonté d'aller de l'avant. Et que les députés nous montrent que, surtout ceux de la majorité présidentielle, qui pensent se faire nommer députés pour la prochaine législature, qu'ils nous démontrent qu'ils ont la volonté d'aller à la compétition. Qu'ils fassent des propositions de sortie de crise parce qu'il s'agit de notre pays. Et que les élections soient inclusives. Tout le monde aux élections. C'est comme ça. Le chef de l'État, comme les amis de la mouvance présidentielle, ont commencé par se réjouir de la victoire des écureuils la dernière fois pour la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que les écureuils auraient pu gagner s'il n'y avait pas les éperviers? Il y a eu un match. C'est parce que les éperviers étaient là que les écureuils ont gagné et on est tous contents. Pourquoi eux, ils veulent aller seuls, eux, écureuils ou bien eux, éperviers? Pourquoi ils veulent aller seuls? Qui nous permet d'aller et qui nous battent? Mathieu, Coco, pas le problème. On ne va pas rester dans un jeu de ping-pong où c'est qui a raison. Mais sur les faits, vis-à-vis a évoqué un aspect qui paraît quand même pertinent, la question du consensus. La question du consensus renvoie effectivement souvent à l'idée de différentes composantes de la société. Et l'Assemblée ne reflète pas forcément cela.
parce que ce sont des formations qui sont parvenues à y être, qui souvent ont l'occasion de pouvoir se prononcer sur la vie de la société. Pensez-vous qu'il faudra, dans un bref temps, ouvrir cette brèche pour endiguer définitivement le problème où la plénière pourra aider à sortir de la crise? Je voudrais d'abord rappeler à Donclam que la bonne foi de chacun d'entre nous doit être révélée aux Béninois. On doit pouvoir le prouver. Le chef de l'État, en renvoyant la question aux députés, c'est que parce que c'est à l'Assemblée qu'on vote des lois. C'est que c'est à l'Assemblée qu'on discute des lois. Mais que le président de l'Assemblée nationale peut faire de larges consultations. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Mais pourquoi voulez-vous que USL, vous n'avez pas de député à l'Assemblée nationale? Et parce qu'on veut discuter d'une question qui touche tout le monde, on va vous dire de venir à l'Assemblée nationale. C'est pas possible. C'est ce que j'ai dit. C'est à l'Assemblée, monsieur Donclam, c'est à l'Assemblée qu'on parle des lois. C'est à l'Assemblée qu'on vote des lois. Et le chef de l'État a demandé à ce qu'on aille voir, réétudier ces lois-là, pour voir ce qu'on peut faire pour permettre à tout le monde d'aller à l'Assemblée nationale, d'aller aux élections. Donc, à partir de ce moment donné, le président de l'Assemblée nationale a fait des consultations. Je ne vais pas tergiverser sur ça. Ils savent que ce qui a été fait, et par le président de l'Assemblée nationale, et par le chef de l'État, c'est ce qui devrait être fait. On ne peut pas dire, bon, allez vous retrouver au siège d'un parti, regroupez-vous et dites-nous comment vous allez faire. Non, ça ne marche pas. Ce n'est pas normal. Alors, la plénière. Alors, voilà ce qui a été fait. Chacun d'entre eux a eu à faire des propositions. Et ces propositions ont été versées dans un rapport qui, après des manœuvres qu'ils ont eu à faire, ou bien tout ce qui s'est passé, on s'est retrouvé à l'Assemblée avec un autre rapport. Je ne vais pas revenir sur ces choses, tout le monde le sait. Actuellement, la commission des lois a déposé un rapport. Vous informez tout à l'heure en disant qu'ils disent qu'ils sont incompétents et que la plénière doit en décider. Il s'agit maintenant à chaque député de prendre sa conscience et de savoir que c'est le pays qui est en jeu. Et moi, je fais confiance à tous les députés du bloc de la majorité présidentielle qui ne vont pas privilégier leurs intérêts personnels au-delà de l'intérêt donc du pays. Parce qu'ils l'ont prouvé du début jusque-là. Ils l'ont prouvé du début jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui. Et si demain, au Parlement, ceux de la minorité savent ou bien arrivent donc à apprendre que quand on va vers le consensus, on essaie donc, on se calme. On ne dit pas, on ne devient pas du coup celui qui vient pour dire non, avant qu'on ne parle de ce consensus, il faut délivrer le certificat de conformité à tout le monde. Alors que c'est une loi qui a été votée et que là nous sommes en train, on est en train de nous demander, bon écoutez, fermez les yeux et délivrez à tout le monde. Monsieur Donclam dit, tous ceux qui ont enclenché le processus, mais c'est faux. Vous pouvez enclencher le processus et ne pas en règle, et ne pas être en règle. Vous pouvez enclencher le processus et ne pas être en règle. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc de la plénière. De la plénière, nous attendons quand même que la fumée blanche sorte demain de l'Assemblée nationale et que les députés, que ce soit de l'opposition que de la majorité présidentielle, arrivent donc à raccorder donc leur violon pour que nous puissions trouver une porte de sortie heureuse pour tout le monde pour pouvoir aller aux élections. Je ne peux pas rester là et prédire pour dire voilà ce qui va se passer demain. Tous les Béninois, autant que nous sommes, nous voudrons tout simplement que la constitution de notre pays soit respectée, que les lois que nous nous sommes données librement, qu'on puisse les respecter. Non, vous ne voulez pas ça. Donc la Mabalo, non, vous ne voulez pas ça. Donc la Mabalo, non, vous ne voulez pas. Mais vous ne respectez même pas les lois. Décisive. Il y a beaucoup de décisions de la Cour qui n'ont pas été respectées. Il y a même des décisions supranationales qui ne sont pas respectées par le Bénin. Donc il veut nous parler de quel respect et de quelle loi. Donc la Mabalo, demain, je reste un grand rendez-vous. Oui. Et de ce rendez-vous, il y a une posture qui est attendue de part et d'autre. Si vous avez un clin d'œil à faire aux élus du peuple, tout bord confondu, quel est-il? Avant qu'on ne passe au second manche de notre... Non, moi je n'ai pas de clin d'œil à faire. Ils savent ce que nous voulons, c'est nous qui avons fait des propositions. Ils n'en ont pas fait. Mais parce qu'on n'en avait pas. Mais ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on sorte de la crise. Non, mais ils n'ont pas de propositions. Mais pourquoi vous voulez obliger des gens à faire des propositions? Vous reconnaissez que nous sommes dans une situation difficile. Oui. Le chef de l'État reconnaît qu'on est dans l'impasse et nous dit allez trouver une solution. Et vous dites que vous n'avez pas de proposition. Mais
Donc là, demain Pour nous, c'est très clair. Ils ne veulent pas. Il sera question Donc, demain, de revenir sur des propositions. On va voir. Faites par Moi, je ne peux pas rester mais ici. les avis de chacun comptera. Je ne peux pas rester ici et préjuger du comportement des députés. Mon cher ami est fier des députés. Il est fier de la législature, alors que tout prouve aujourd'hui que c'est la législature la plus calamiteuse connue par le renouveau démocratique. Ça là, tout le monde, non. On va faire le débat toute la journée. On va évoluer. On fera ce débat pendant un mois, un an. Évoluer, mais donc, moi, je ne veux pas, vous le savez, au fond de vous, vous êtes jeunes. Je suis jeune, nous sommes tous jeunes. Oui. Il s'agit du pays. Bien sûr. Et les acteurs politiques d'un certain âge ou d'un âge certain ne vont pas nous conduire dans l'abîme. Donc, si vous voulez que on trouve des solutions, on trouvera des solutions. La paix, c'est un comportement. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et donc, si vous proclamez la paix et que par derrière, vous avez des comportements de guerre. C'est de la même façon au niveau de l'opposition, M. Joël. Parce que c'est les mêmes personnes qui disent, c'est les mêmes personnes qui parlent du consensus, mais c'est les mêmes personnes qui parlent de l'insurrection. Avec votre permission, oui. Donc là, je peux continuer. Vous continuez. D'accord. Donc, nous souhaitons simplement aller aux élections. Lorsqu'on dit qu'on n'est pas en règle, le même ministre qui délivre le certificat de conformité est vice-président d'un de leurs blocs. Rien ne lui interdit. Candidat, la loi dit impliqué dans les élections. Il n'est pas impliqué dans le processus. Non, du tout. Celui qui délivre le certificat de conformité. On laisse terminer, on revient là-dessus. Oui, mais c'est ça le problème. Celui qui délivre le certificat de conformité et qui autorise les partis à aller n'est pas impliqué? Non. Mon cher ami, vous avez eu votre interprétation de la loi. Une loi votée à l'Assemblée nationale, sans décret d'application, pour préciser certains faits non précis. Ils ont leur interprétation de la loi qu'ils ont gardée. Ils ont fait des observations sur nos dossiers, observations parcellaires, que nous avons corrigées. Le jour du dépôt de dossier de candidature, ils sortent de nouvelles observations jamais faites auparavant, sachant très bien qu'on n'a que 5 jours pour déposer nos dossiers. Ils font tout ça. Et ils viennent nous dire qu'ils veulent aller aux élections. Réforme politique, toilettage, s'impose ou pas? La ruse et la rage qu'on nous a proclamée, utilisée abondamment par des gens qui refusent la compétition, vous voulez qu'on applaudisse ça? Donc s'ils veulent la solution, c'est à eux de trouver la solution. En tout état de cause, nous le disons, il n'y aura pas d'élection sans opposition. C'est notre mot d'ordre. Pas d'élection sans opposition. Des réformes politiques, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Un toilettage s'impose ou on pourra continuer avec elle? Ce sont les réformes politiques qui nous ont amenés dans l'impasse. Pour nous, il y a échec des réformes politiques. Réformes politiques, échec ou mal donne au niveau des acteurs? Il n'y a pas échec, il n'y a pas mal donne, bon peut-être. Mais pour moi, le président Patrice Talon ne fait rien qu'il n'a pas dit auparavant. Ok, mais vous n'avez pas répondu à la question. Les réformes, puisqu'on y est, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut revoir les chantiers ou bon, ça peut aller, on maintient le cap ainsi? Je crois qu'à l'étape où nous sommes aujourd'hui, les lois que nous nous sommes librement données, il faut les respecter. Et pour moi, les réformes politiques, il n'y a pas à revenir là-dessus pour dire tout ce qui est fait jusque-là est fait dans les règles de l'art et on peut continuer. Réforme, il y en a également au niveau du secteur de la justice, un chantier qui fait aussi grincer des dents, aussi bien dans le rang des citoyens lambda qu'au niveau des acteurs eux-mêmes. Donc, Clamabalo, c'est un bilan à mi-parcours au niveau de ce secteur qui reste un secteur sensible pour mieux rasseoir la démocratie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à l'heure du bilan? Mais là, c'est la catastrophe. Dans le secteur de la justice, c'est la catastrophe. Et vous le savez très bien. Le chef de l'État lui-même, et ça je me rappelle, comme si c'était hier, disait que l'un des piliers fondamentaux de la démocratie, c'est la justice. Il l'a rappelé au cours de sa campagne, il l'a dit entre les deux tours au cours du débat avec M. Zinsou, il a montré sa prédisposition, n'est-ce pas, à renforcer la justice. Dans sa proposition même, pour la Constitution, il voulait libérer le Conseil supérieur de la justice des acteurs politiques. Il l'a dit, qu'il fallait sortir les acteurs politiques du Conseil supérieur de la magistrature plutôt. À l'arrivée, c'est le contraire qu'on a vu. Non seulement il a renforcé la présence des acteurs politiques dans le Conseil supérieur de la magistrature, mais pour un oui ou un non, on a suspendu des magistrats. Pour un oui, pour un non.
pour un magistrat qui a fait son travail en délivrant un certificat ou un casier judiciaire vierge, pour une affaire encore pendante devant la justice, on fait une suspension. Avons-nous avancé dans le secteur de la justice? Non, pas du tout. Et donc, le postulat de départ qui était qu'il fallait libérer la justice n'a pas été respecté par le chef de l'État. Première chose. Deuxième chose, toujours au niveau de l'Assemblée, avant que Maître Djogbenou n'aille à la Cour constitutionnelle, vous avez vu les lois qui ont été inspirées et votées. Le code pénal. Vous avez vu dans quelles conditions ça a été voté? Par une poignée de députés à des heures indues, quelques heures avant la prise de fonction du président de l'Assemblée nationale, enfin, de Maître Djogbenou à la Cour constitutionnelle. Vous avez vu comment ça se passe? Donc, dans ce secteur, allez consulter les magistrats qui eux-mêmes ont pondu des communiqués, des rapports pour dénoncer ce qui se passe au niveau de la maison de justice. Alors, pour nous, dans l'opposition, dans le secteur de la justice, les réformes n'ont pas permis d'avancer. Au contraire, les réformes aujourd'hui rendent la justice dépendante de l'appareil exécutif. Alors que nous avions tout le temps, avec eux, combattu cet état des choses. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la justice reste un prolongement de l'exécutif ou c'est une lecture biaisée des faits? Je crois que c'est une lecture biaisée des faits et que sur le chantier de la justice, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a réussi à faire beaucoup de choses et il faut l'en féliciter. Il faut l'en féliciter parce que les réformes qu'il conduit jusqu'à présent sont des réformes très courageuses. Alors, on pourrait énumérer, par exemple... Je vous dis par exemple, regardez, la création des tribunaux de commerce. Mais cela a été réclamé depuis par les acteurs de la justice. Mais cela n'a jamais été fait. Vous savez pourquoi? Non. Parce que ça ne les arrangeait pas. Et que ça n'arrangeait pas qui? Les acteurs? Ça n'arrangeait pas ceux qui sont concernés. Ça ne les arrangeait pas. Qui sont-ils? Non, écoutez, moi je ne suis pas là. Moi je ne suis pas là pour donner cette... Donc en dehors de ça, en dehors de ces tribunaux de commerce, mais regardez, quand donc Lam dit que le chef de l'État a promis de libérer le Conseil supérieur de la magistrature, mais quand il a dit ça, qui a refusé? Et qui avait refusé? Mais qui a refusé? Ce sont les honorables députés qui se sont opposés. Ce sont eux qui se sont opposés. Comment ça? Bien sûr, parce qu'il a proposé à travers un projet de révision de la Constitution qu'ils n'ont pas refusé. Ils n'ont même pas dit, bon, on a lu, non. Ils ont refusé de lire. Ils ont refusé de lire. Ben, dans son premier projet de révision de la Constitution qui a été transmis à l'Assemblée nationale, cela a été bien proposé. Il le sait, c'est pourquoi il le dit. De libérer le Conseil supérieur de la magistrature. Ben, écoutez, là où nous sommes actuellement, les efforts qui sont faits dans le secteur de la justice, à travers non seulement la libération, d'accord, des dossiers qui traînent pendant longtemps, en donnant le droit, l'accès à tout le monde à la justice, à travers, bien sûr, une autre réforme courageuse qu'il faut dire, la suppression du droit de grève aux magistrats. Ce n'est pas quelque chose que aucun président de la République, je le défie, même si l'USL vient au pouvoir, il ne faut pas remettre ça en cause. Même si l'USL venait au pouvoir, ils ne remettront jamais cela en cause pour dire, bon, redonnons le droit de grève aux magistrats. Ils ne vont jamais le faire. Et pourquoi? Ils ne le feront pas parce que ça ne permet pas le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Ça ne permet pas le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire et ça ne permet pas, ça n'accorde pas le droit à la justice à tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui, pour rien, sont en prison depuis longtemps. Le jour où on programme leurs auditions ou bien pour qu'ils comparaissent devant le juge, alors il y a grève. Et quand ils sont repartis, c'est pour des années après. Donc, un travail d'assainissement. C'est un travail. On y reviendra certainement c'est une réforme plus très courageuse et il faut en féliciter le chef de l'État. Je ne vais pas vous laisser partir. Vous voulez applaudir qu'on ait retiré le droit de grève dans un pays démocratique? Non, ben écoutez, à des gens, lorsque la grève ne contribue pas, d'accord, à la production de la richesse, lorsque la grève ne contribue pas à l'assainissement même du secteur, on peut supprimer le droit de grève et, et réglementer par endroit. Oui, il ne nous reste que 2 minutes, mais je serais heureux que vous vous prononciez très rapidement, en quelques minutes. Oui. Ou secondes, par rapport aux réformes au niveau du secteur de l'enseignement supérieur. Notre vivier, c'est là que provient... Il y a eu quelle réforme au niveau de l'enseignement supérieur? Vous n'en voyez pas? Non, moi je veux être réformé. Je me retourne d'abord vers Mathieu Coco au niveau de l'enseignement supérieur. Il y a eu des réformes au niveau de l'enseignement supérieur. Lesquelles? Parce que vous savez, nous sommes dans un pays où
certaines personnes sont obsédées par la conquête du pouvoir qui ne voient pas ce qui se passe dans le pays. Je vais vous dire. Donnez un exemple phare, et donc on va réagir, on va conclure. L'exemple phare, c'est la nouvelle carte universitaire, par exemple. C'est une réforme. C'est une réforme, mais une réforme courageuse. C'est la nouvelle carte universitaire. Alors Mathieu Koko, oui. Vous concluez en même temps. C'est terminé. Oui, le temps ne vous a pas suffi. Moi, je prends l'engagement de vous faire revenir. Pourquoi pas demain, mais ça dépendra de vous. Oui, allez-y. Bon, et je voudrais remercier Doclab parce que c'est très bien de se retrouver, de parler de notre pays. Mais que le pays nous préoccupe vraiment. Et je voudrais le dire à tous les Béninois qui nous suivent actuellement, que de ne pas faire du suivisme, que le pays nous préoccupe effectivement. Que le pays nous préoccupe effectivement, important. Regardez donc la Mabalo, votre réaction par rapport à la réforme qui vous a cité en même temps votre conclusion. Je ris quand j'entends la nouvelle carte universitaire, une réforme. Non, soyons sérieux. Ah oui? Non, soyons sérieux. Allez-y rapidement. La nouvelle carte universitaire, nous savons où on a supprimé les universités, où on a envoyé d'autres. Oui. Nous savons. Et ce que je retiens, c'est que finalement, pratiquement tous les enseignants du supérieur demandent la démission du ministre de l'Enseignement supérieur. Demande la démission. Mais demande sa démission. On a suivi, mais... Vous avez suivi, non? Ça veut dire qu'il y a eu échec. Ça veut dire qu'il y a eu recul démocratique. Avant, aujourd'hui, on est revenu à nommer des doyens, des vice-doyens, des recteurs. C'est un recul. Vous en souffrez. Mais c'est un recul. Votre conclusion. Donc moi, quand on dit nouvelle carte... Votre conclusion législative 2019... Moi, je veux juste leur dire d'aimer le pays. C'est le Bénin que nous avons en commun. C'est la chose la plus importante. Et la paix, ce n'est pas des propos. Vous ne pouvez pas être en train de proclamer la paix. Le développement est posé derrière des actes de destruction. Merci merci à vous aussi, Mathieu Koko. L'essentiel à retenir, c'est qu'il faut penser à la nation. Les deux invités l'ont dit, la nation, rien que la nation, le peuple d'abord, et ensuite les individus, car eux, ils passeront, mais la nation restera. 100% Bénin pour le numéro du jour, ce sera tout. Paul Bocuse, avant de vous, faut se définitivement accompagner. Bien faire un travail ne prend pas plus de temps que de le faire mal. Appliquons-nous au quotidien pour ce qui nous revient en termes d'obligations et tout ça se portera bien. À très bientôt pour un autre plateau de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. Au revoir.